ministre, monsieur le préfet, cher Moutou, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les consuls, mesdames et messieurs les élus, je commencerai mon propos en disant, et je pense que c'est un sentiment que nous avons ce soir en partage avec Jean-Claude Guessot, la très grande émotion qui est la mienne de me retrouver dans cette ville, non loin de l'étang de Thau et en présence d'amis dont ils savent qu'ils sont particulièrement chers à mon cœur. Il est vrai que venir consacrer le parcours d'une personnalité éminente, à laquelle la République témoigne de sa gratitude, de sa reconnaissance pour son parcours et son engagement, est toujours un moment particulièrement émouvant, singulier pour le récipiendaire, mais aussi pour celui qui l'a choisi, ou celle qui l'a choisi, pour retracer son parcours et rappeler ses nombreux mérites. Mais lorsque cette cérémonie intervient dans le contexte d'un territoire où tant de souvenirs se sont accumulés au fil des années, j'arrive désormais à un âge où on collectionne un nombre significatif de souvenirs, et où l'on retrouve autant d'amis, ça bien entendu pour celui qui est l'invité du jour une dimension particulière. Et c'est vrai, cher Jean-Claude, que j'ai passé une grande partie de mon enfance et je continue à consacrer cette fidélité en venant plusieurs fois par an sur l'étang de Thau, dans une famille où le bonheur de la baignade l'été, de la pêche, de la rencontre avec les ostréiculteurs était une manière d'éducation, d'éveil aux caractéristiques et à tout un territoire. Et c'est toujours avec le cœur plein de nostalgie que je reviens ici, à proximité de l'étang de Thau, au bas du Mont-Saint-Clair, avec à l'esprit des souvenirs d'enfance, des lumières des couchers de soleil sur l'étang au soir de juillet et d'août, et aussi les chansons de Brassens, qui étaient jouées sur l'électrophone de mes grands-parents lorsqu'ils m'accueillaient dans la petite maison familiale au bord de l'étang de Thau. Et puis s'ajoute à la nostalgie le souvenir d'une époque dont je dirais avec franchise que je la regrette et qu'elle me plonge dans une profonde nostalgie. L'époque où les partis politiques, quelle que soit la sensibilité de ceux qui avaient adhéré, existaient, où la politique avait quelque chose à voir avec les convictions et peu de choses à voir avec la séduction, où les mots que l'on mobilisait étaient là pour faire en sorte que ceux qui croyaient à un avenir différent, qui voulaient conserver le présent au motif qu'il ne fallait pas prendre le risque d'un avenir différent, parce qu'on savait ce que l'on avait, mais on ne savait pas ce que le risque du changement pouvait engendrer. Il y avait les conservateurs et ceux qui l'étaient moins, mais à l'époque, il y avait des organisations politiques dans lesquelles il y avait des militants qui étaient armés de convictions solides et profondes, héritées d'ailleurs le plus souvent d'une expérience personnelle ou d'une éducation, du travail fait par les grandes associations d'éducation populaire ou simplement par l'école de la République, au sein de laquelle on apprenait le libre arbitre, on découvrait la liberté de conscience, on fréquentait la laïcité, non pas comme un principe qu'on instrumentalisait pour le tourner contre tel ou tel parti du pays, telle ou telle religion, mais dans l'esprit des grands républicains laïcs. La laïcité, c'était le droit de croire ou de ne pas croire, et dès lors qu'on avait fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourrait la vivre librement, parce que l'État se tenait à distance de chacune des religions, n'en reconnaissait aucune précisément pour permettre à chacun de vivre librement la sienne. Et si à la porte de l'école on laissait toutes ces croyances, c'était précisément parce qu'il y avait des lieux dans la République, lieux merveilleux, symboliques, sanctuaires, dans lesquels on entrait avec la volonté de ceux qui y enseignaient de faire en sorte qu'on en sorte plus libre, comme des citoyens capables de déterminer pour eux-mêmes un chemin. Et à cette époque-là, il y avait un grand parti communiste.
Et il y avait aussi d'ailleurs un grand parti socialiste. C'était une époque où les deux organisations étaient en rivalité l'une avec l'autre. Vous comprenez mieux la raison pour laquelle je suis dans la nostalgie. Jean-Claude Guessot n'est pas le seul concerné. Je me sens désormais confronté à des interrogations abyssales concernant l'endroit et la famille, les familles desquelles nous venons. C'était une époque que je vais rappeler à Jean-Claude avec un esprit un peu taquin, mais comme je sais que je n'égalerai jamais le sien, je suis garanti qu'il m'en tiendra par rigueur. Mais c'était une époque où le secrétaire général du Parti communiste faisait à la télévision les questions et les réponses. Il avait eu cette formule extraordinaire évoquant la justice fiscale et sociale, alors qu'il était interrogé par deux journalistes insistants sur le fait de savoir quelles seraient les mesures qu'il prendrait. Je veux parler d'Alain Duhamel et de Jean-Pierre Elkabbach, dont les visages et le parcours sont inséparables de Georges Marchais. Et le secrétaire général du Parti communiste avait répondu « Au-delà d'une certaine limite, je prends tout ». Ce qui avait bien entendu contribué à rassurer grandement tous ceux qui ne s'apprêtaient pas à voter pour lui. Je me souviens aussi que c'était une époque où lorsque l'on posait au secrétaire général du Parti communiste une question qui ne correspondait pas à celle qu'il attendait ou qu'il souhaitait se voir poser, il répondait à sa manière. Quand le journaliste lui disait « mais ce n'est pas la question que je vous ai posée », il disait « ce n'était pas votre question, mais c'est ma réponse ». Était de nature à clôturer immédiatement le débat. Et quand vraiment le journaliste insistait et rentrait dans des considérations que le secrétaire général du Parti communiste considérait comme peu convenables, compte tenu du fait qu'à l'époque on considérait que le Parti communiste, quand on était communiste, était trop peu souvent invité à la télévision. Et lorsque la question se faisait insistante sur les inégalités, la politique fiscale, et immédiatement, Georges Marchais convoquait certaines figures emblématiques du capitalisme pour rappeler que chez elles, il y avait des robinets en or. Je garde tout cela à l'esprit, et tout cela juxtaposé dans mon esprit fait naître une considérable nostalgie. À l'époque, mon cher Jean-Claude, parce que je ne voudrais pas que tu considères que je n'ai des souvenirs que dès lors qu'ils concernent les communistes, il y avait aussi un parti, le Parti socialiste, qui avait été refondé en 1971 au Congrès d'Épinay, à la tête duquel se trouvait un personnage qui n'était pas dépourvu de talent, qui s'appelait François Mitterrand. Moi, je cite toujours François Mitterrand parce que je sais ce que les socialistes lui doivent. Il serait d'ailleurs bon que les socialistes n'oublient pas ce qu'ils doivent à François Mitterrand, aujourd'hui encore. Et François Mitterrand avait eu pour stratégie de s'allier fortement au Parti communiste, de manière à faire en sorte que le score du Parti socialiste rejoigne le score fait par le Parti communiste, de telle sorte à ce qu'ensemble, ils puissent accéder au pouvoir. Nous étions non loin d'une époque, tu me l'as rappelé tout à l'heure dans notre conversation secrète, où le candidat du Parti communiste avait failli figurer au second tour de l'élection présidentielle en 1969, et il avait failli passer devant Alain Poher, et il avait été retenu de le faire, parce que déjà à l'époque, il y avait un autre candidat de gauche, qui avec 1,5% des voix à cette élection avait privé le candidat Duclos d'accéder au second tour de l'élection présidentielle en 1969. Bon. Je dis tout ça pourquoi? Et tout cela pour tous ceux qui, dans cette salle, ne sont ni communistes ni socialistes, et ceux qui, au point où ils en sont dans cette famille, ils n'ont plus grande chance de nous embêter. Parce que en 69, les socialistes avaient fait quelque chose comme 5% à l'élection présidentielle, et la gauche était divisée, puis 2 ans après, il y avait Épinay, tout renaissait, et puis 10 ans après, il se passait des choses qui conduisaient les familles de la gauche à se retrouver ensemble dans l'exercice de la responsabilité publique. Alors, mon cher Jean-Claude, je te rappelle tout ça, non pas pour te plonger dans une insondable nostalgie, mais je te rappelle tout cela parce que, fort de l'expérience qui est la tienne, tu aurais tort de considérer que, à l'âge plein de maturité qui est le tien,
la sagesse ayant depuis longtemps gagné, tu pourrais être dispensé de t'intéresser aux choses politiques à l'avenir, au motif que plus rien d'intéressant ne serait susceptible de se produire. Je suis venu à Sète, à l'occasion de cette remise de décoration, pour t'apporter la démonstration du contraire. Donc tiens-toi prêt. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a chez Jean-Claude Guessot, je vois que, comme toujours, lorsque je dis des choses qui agacent, le téléphone sonne, parce que peut-être que mon téléphone est depuis longtemps infiltré et écouté par ceux dont je devrais me méfier. Il y a toujours ce risque chez les ministres de l'Intérieur. Ils sont écoutés plus qu'ils n'écoutent. Et vous venez d'en avoir la démonstration. Et j'évoque tout ça aussi pour rappeler ce qu'est le parcours absolument incroyable de Jean-Claude. Et si j'ai voulu venir aussi ce soir, et si j'évoque au début de mon intervention cette histoire, ce passé, ce qui peut parfois nous plonger dans la mélancolie ou la nostalgie, c'est parce que Jean-Claude est par son parcours et par son engagement une personnalité tout à fait évidente et très emblématique d'une époque dont je pense encore une fois qu'elle n'est pas terminée. D'abord, Jean-Claude Guessot, vous êtes né dans une famille extraordinairement modeste. Et rien ne vous prédisposait à devenir ce que vous êtes devenu et qui nous conduit à être si nombreux autour de vous ce soir. Vous avez commencé dans la région de Béziers, un petit matin de septembre 1944. Vous êtes arrivé au monde dans une famille qui était une famille extraordinairement modeste, avec un père ouvrier agricole et une mère qui s'employait à faire vivre par de multiples petits métiers une famille, alors que cette famille était précisément démunie de fortune. Vous avez très jeune, et pendant une grande partie de votre existence, été confronté à cette pauvreté et à ce dénuement. Vous racontiez tout à l'heure, avec la faconde et le sourire que vous avez toujours sur le visage et qui vient illuminer vos yeux et plisser parfois vos paupières, vous nous faisiez le récit du seul trésor dont vous disposiez lorsque vous étiez vous-même ouvrier agricole à l'âge de 15-16 ans. C'était le fermier qui vous accueillait, qui vous nourrissait, qui vous donnait un peu de tabac gris pour la semaine. 12 ans. Un peu de tabac gris à 12 ans. Si un représentant de la Ligue contre le tabac, je lui dirais immédiatement ma solidarité, de manière à éviter tout article conventionnel demain sur cette cérémonie. Et très vite, vous avez à l'école témoigné de qualité, de compétences, de bons élèves qui vous ont mis, alors que vos petits camarades n'étaient pas issus d'une famille aussi démunie que la vôtre, qui vous a conduit à briller à l'école et à vous y épanouir. Et pourtant, pour des raisons qui tenaient au fait que votre famille n'avait pas les moyens, vous avez été empêché de suivre toutes les études que vous auriez aimé suivre, mais vous avez pourtant été reçu premier, si mes fiches sont exactes, et au ministère de l'Intérieur, elles sont généralement toujours. Vous avez été reçu au certificat d'études dans le domaine de l'électricité, dit-on, comme dessinateur dans le domaine de l'électricité, avec beaucoup de brio. Immédiatement, vous êtes parti dans la vie active, et sans retracer une vie active extraordinairement riche, et une vie politique qui est tout autant, je voudrais quand même évoquer quelques étapes. Après votre CAP et vos études, on vous retrouve quelques années après engagé dans la CGT, au sein de l'union départementale de la CGT de Lozère, où vous introduisez d'ailleurs dans l'union locale de la CGT de Lozère une sorte de tradition familiale, puisque là aussi, si mes fiches sont exactes, votre fils Serge a poursuivi en Lozère une carrière
permanent, puisqu'il est au sein du Parti communiste en charge d'un certain nombre de responsabilités dans ce département. Donc vous êtes au sein de l'Union départementale de Lozère en situation de responsabilité, vous vous y donnez avec déjà la faconde de talent qu'on vous connaît, puis vous êtes appelé à prendre des responsabilités plus éminentes dans le département du Gard. C'est là d'ailleurs que vous rencontrez une personnalité que j'ai moi-même rencontrée lorsque j'étais enfant, le maire de Nîmes de l'époque, Émile Jourdan, qui a régné sur la ville pendant de nombreuses années et l'a marqué de son empreinte. C'est là que Jacob, que je salue, que j'ai aperçu tout à l'heure, voilà, qui est là, à vos côtés, se montre à la fois solidaire, et elle doit l'être car votre activité est particulièrement prenante et qu'elle ne facilite pas nécessairement son propre parcours professionnel. Et puis très vite, le Parti communiste et la CGT vous emportent vers la capitale, et c'est à la fin des années 70 qu'on vous voit accéder aux responsabilités les plus importantes dans le parti. Puisque c'est en 1979 que vous intégrez le comité central du Parti communiste, à l'époque glorieuse que j'évoquais au début de mon propos. En 1982, vous intégrez le bureau national du Parti communiste, et puis je crois que c'est en 1986, 85, que vous intégrez vraiment les normes du comité central, la structure la plus éminente, celle qui fait les grands personnages du Parti communiste, ceux qui sont promis aux plus grandes fonctions. Vous avez avec Georges Marchais une relation, je crois, vraiment excellente. Vous travaillez aux côtés de Charles Fitterman, puis aux côtés de Georges Marchais, vous apprenez ce qu'est la vie de ce parti, vous formez à la chose politique. Et lorsque Georges Marchais s'en va, vous êtes promis à sa succession, mais comme vous êtes un être d'ouverture, de curiosité, de relations humaines, vous préférez la poursuite sur le terrain, dans votre circonscription, de votre vie politique, et laisser à d'autres le soin de succéder à Georges Marchais. Il est vrai qu'à cette époque, vous êtes considérablement investi dans la vie locale, dans un département qui n'a pas été ingrat avec les communistes. Je veux parler de la Seine-Saint-Denis. J'aurais pu parler du Val-de-Marne, si c'est le département où vous aviez choisi de faire carrière, mais c'est en Seine-Saint-Denis que vous serez élu député en 1986. Vous siégerez à l'Assemblée nationale jusqu'en 1997, vous serez élu en 1997, mais nommé ministre, et donc de 86 à 97, vous aurez l'occasion, monsieur le ministre, d'être élu 4 fois consécutives député. Et vous n'êtes pas élu député 4 fois consécutives dans le département de Seine-Saint-Denis par hasard. Il y a, avant ces élections, et concomitamment à ces élections, toute une série de mandats que vous occupez et qui donnent à voir les qualités éminentes qu'on vous connaît, un sens exceptionnel des relations humaines, une empathie à l'égard d'autrui qui vous fait aimer de tous, y compris de ceux qui ne partagent pas vos opinions et vos orientations politiques, une relation avec les citoyens absolument exceptionnelle qui fait que dans ces territoires où les communistes ne sont pas les plus mal vus des élus, vous creusez le sillon, agrégez autour de vous des forces qui vous sont fidèles, et c'est ainsi qu'on vous voit élu à Bobigny pendant quelques années, entre 1989 et 2000, et puis ensuite à Drancy, et puis ensuite vous serez amené à revenir dans votre région, à Béziers, parce que c'est là que sont vos racines, et c'est là que sont vos souvenirs et une grande partie de vos ennemis. Vous aborderez à ce moment-là de votre parcours politique une étape, vous accomplirez une étape décisive qui vous fera connaître de tous les Français et estimer d'eux, et qui conduira la presse à porter sur votre action un regard qui, sans être complaisant, sera toujours admiratif des performances que vous accomplirez comme ministre, puisqu'en 1997, Lionel Jospin
après avoir accédé à Matignon au terme d'une dissolution de l'Assemblée nationale, décide dans son gouvernement d'intégrer des ministres communistes et vous occupez parmi ces ministres une place particulière, prépondérante, puisque vous héritez du grand ministère de l'équipement et des transports. Et c'est là que nous vous découvrons. Nous, jeunes parlementaires, c'était mon premier mandat de député, et aussi les Français qui, à travers la relation qui est faite de votre action, découvrent une personnalité débonnaire, espiègle, extraordinairement rouée, connaissant tous les travers de la vie politique, mais ne donnant jamais dans les pires des travers de la vie politique, étant toujours capable de trouver la solution là où tout semblait inexplicable, répondant au Parlement avec un humour, un sens de la répartie, qui conduit, je parle sous le contrôle de Jacques, y compris l'opposition, à applaudir le ministre communiste à plusieurs reprises, alors même qu'il se trouvait parfois dans des situations compliquées dont on aurait pu penser qu'il ne se sortirait pas. Il est un grand ministre, avec un excellent cabinet, dirigé par une personnalité qui est Francis Rol-Tanguy, personnalité connue dans l'administration, non seulement pour son nom, mais pour sa compétence, et qui contribuera à aider le ministre à affronter toutes les crises qui se présenteront à lui. Alors ce tandem Guesso-Rol-Tanguy, qui est un tandem qui évoque une grande partie de l'histoire glorieuse du Parti communiste lorsqu'il rencontre les moments les plus émouvants, les plus intenses de l'histoire de notre pays, et le ministre Guesso que l'on découvre affronte toute une série de crises multiples. Ces crises, c'est un blocage des aéroports par une grève des pilotes de ligne. Je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles, au terme d'une nuit de négociations trop longue, comme toutes les nuits de négociations au ministère de l'Équipement, cette grève avait été interrompue alors que tout le monde considérait qu'elle était de nature à durer longtemps. Je viens d'avoir l'explication de ce qui s'est produit cette nuit-là, mais je ne peux pas la livrer en public, non pas parce que ce serait de nature à compromettre quiconque, mais parce que ça peut resservir. Et donc, comme vous avez bien compris qu'il n'y a aucune raison d'exclure a priori qu'un jour de responsabilité puisse être exercée dans la sensibilité qui est la nôtre, je ne voudrais pas livrer le secret de fabrication et conduire d'autres à en faire un usage moins pertinent que celui que vous en avez fait lorsque vous étiez ministre. Il y a eu la grève des routiers, où on vous a vu sur les barrages où les forces syndicales n'étaient pas unitaires, emporter avec vous, non sans autorité, la CGT pour aller rejoindre les autres organisations syndicales, et vous ériger sur les barricades en ministre rappelant à chacun ses devoirs, sans pour autant oublier la cause qui avait toujours présidé à vos propres combats, un ministre restant fidèle à ce à quoi il croyait et rappelant à ses camarades ce qu'était leur devoir dans un contexte où tout pouvait basculer. Il fallait pour cela du talent, du courage et des convictions. Monsieur le ministre, vous n'en manquiez pas dans l'exercice de votre responsabilité. Et puis il y avait le Jean-Claude Guesso, passionné des questions sur lesquelles il s'était penché depuis longtemps, sur lesquelles il demeure d'ailleurs encore aujourd'hui mobilisé, et qui le conduisait sur le statut des cheminots à essayer de faire en sorte que la fidélité à ce sur quoi il s'était toujours, ce pourquoi il s'était toujours engagé comme responsable de la CGT ne devienne pas orthogonale de la modernisation de la SNCF, ce que vous avez fait sur le statut des cheminots en permettant à 41 000 d'entre eux de bénéficier d'évolutions statutaires qui ont permis à ces cheminots d'accomplir leur mission en ayant un avenir plus stable et plus serein. Ce que vous avez fait pour le développement du TGV Grand Est, au moment où l'enjeu était
d'ouvrir les lignes à grande vitesse vers le nord et l'est de l'Europe. Ce que vous avez fait en lançant des grands projets fluviaux, je pense à la préfiguration du canal Seine-Nord, tout cela, ce sont des dossiers qu'on vous doit parce que vous avez, au moment où il convenait de le faire, donné l'impulsion avec une détermination et un talent que l'on sait. Et puis, après cette période ministérielle qui vous a valu d'être 2 fois en 5 ans consacré ministre de l'année, vous rejoignez votre région d'origine, à l'époque la région Languedoc, et aux côtés de Georges Frêche, vous allez continuer à vous mobiliser sur les sujets qui sont les vôtres, comme vice-président en charge des transports, comme élu en charge, ou en tous les cas mobilisé sur les questions maritimes, qui, comme ministre des Transports, vous avez déjà grandement passionné. Vous allez, pendant toute cette période de vie locale, vous retrouvez le bonheur de la rencontre avec les territoires, faire des choses éminentes, importantes, et qui conduiront les différents présidents de région, sous l'autorité desquels vous avez contribué à la mise en place de politiques publiques régionales, à vous estimer grandement et à vous reconnaître pour vos compétences.